Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale sous le thème Comment protéger vos innovations digitales à travers la propriété industrielle. Que ce soit pour les entreprises qui ont vocation principale, le développement des programmes informatiques ou qui opèrent dans les domaines du numérique ou dans l'intelligence artificielle, la propriété industrielle représente un enjeu majeur qui leur permet de protéger leurs innovations, d'éviter tout ce qui est risque de copie effectué par les concurrents et de conserver un avantage compétitif. Cette session d'information a pour objectif de vous présenter les principales bonnes pratiques en matière de protection de propriété industrielle dans ce domaine. Pour rappel, notre événement fera objet de rediffusion à travers les pages d'Olympique dans les réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'hésitez pas à soumettre vos questions au fur et à mesure. Nos experts, Monsieur Laaf Yamansef, chef de département examen des brevets d'invention, et Monsieur Bemi Mohamed, qui est chef de service relations université-entreprise et transfert de technologie, seront heureux d'y répondre en fin de séance. Sans transition, je passe la parole à M. Bemi Mohamed. Merci Fatem Zahra. Bonjour, salam alaikum. Je suis Mohamed Bemi, chef service relations université entreprise et transfert technologique à l'Olympique, et je suis ravi de vous accompagner au cours de ce webinaire pour découvrir un domaine parallèle au développement technique et l'informatique. C'est un domaine juridique, à savoir la propriété intellectuelle. Donc, au cours de cette présentation, nous allons découvrir comment protéger les innovations digitales à travers la propriété industrielle, les droits d'auteur et les brevets d'invention. Et on va essayer de lever quelques ambiguïtés sur la brevetabilité des logiciels. Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, est un établissement public doté d'une autonomie financière et une personnalité morale et placé sous tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et il est chargé de plusieurs missions, dont notamment la mission régalienne de délivrance des titres des propriétés industrielles, les brevets, les marques, d'essais et modèles, la gestion du registre central de commerce, la promotion de l'innovation et l'utilisation de la propriété industrielle et la formation en propriété industrielle à travers son académie, la MAPIC. Donc, étant donné que le sujet de la propriété intellectuelle est un peu éloigné du grand public, je vais essayer d'introduire quelques notions de base avant d'attaquer le vif du sujet, qui est la brevetabilité des logiciels. Donc, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle? En deux mots, c'est un ensemble de dispositifs juridiques qui permettent à un créateur de profiter de sa création sans qu'elle soit copiée. Elle se subdivise en deux grandes branches. La première branche comprend les brevets d'invention pour les innovations technologiques, les marques pour les signes distinctifs, les logos, les noms des produits et services, les dessins et modèles pour les créations esthétiques. Et ces titres constituent ce qu'on appelle la propriété industrielle. Et au niveau du Maroc, c'est l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui veille sur cet aspect-là. La deuxième branche, elle comprend les œuvres littéraires et artistiques, les chansons, les livres, les pièces de théâtre, et constitue ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Ces titres, ils ont la particularité d'être limités dans le temps, c'est-à-dire qu'ils tombent dans le domaine public après expiration de la durée de protection, et ils ont la particularité d'être limités dans l'espace parce qu'ils ne sont valables que dans le pays où ils sont enregistrés. Ces titres, ils ont aussi la particularité d'être complémentaires,
c'est-à-dire qu'elles se superposent pour protéger les créations. C'est-à-dire que le même produit, il peut être protégé à la fois par brevet, marque, dessin et modèle, et chaque titre de propriété industrielle, il couvre un aspect bien déterminé dans le produit. Je donne l'exemple du fameux téléphone BlackBerry. Dans le système, les caractéristiques du système d'affichage ont fait l'objet d'une demande de brevet d'invention dans le titulaire Research in Motion Limited. Le logo BlackBerry, il a été protégé en tant que marque et le design du téléphone a été protégé en tant que dessin et modèle. Donc, tout produit, il peut être à la fois protégé par plusieurs titres de propriété industrielle et chaque titre, il couvre un aspect bien déterminé dans le produit. C'est la même chose pour le cas du produit logiciel qui peut être protégé par plusieurs titres qui sont complémentaires. Je cite deux types de protection essentiels. Ce sont, premièrement, il y a les droits d'auteur, le copyright, qui permet de protéger la forme d'expression du logiciel, qui est incarné en le code source, l'interface graphique, le cahier de charge du logiciel, la base de données. Et il y a un autre type de protection qui est le brevet d'invention qui assure une protection sur le fond du logiciel, c'est-à-dire les fonctionnalités du logiciel. Concernant l'étendue de protection, les droits d'auteur, il assure une protection pour le code source, c'est une protection ligne à ligne. Dans ce cas, un programme ou bien un logiciel qui assure les mêmes fonctionnalités mais qui est codé différemment, il ne constitue pas de la contrefaçon pour le logiciel. Donc, c'est une protection qui est facilement contournable, mais elle reste quand même importante dans le cadre des actions de contrefaçon. Quant à la protection par brevet d'invention, c'est une protection beaucoup plus grande et plus importante car il permet de poursuivre la contrefaçon intelligente parce qu'il assure une protection des fonctionnalités du logiciel. Alors, pratiquement, comment bénéficier de deux formes de protection, notamment au Maroc? Concernant les droits d'auteur, c'est une protection systématique qui prend effet dès la création du code source. Il ne nécessite pas un enregistrement auprès d'un organisme. Toutefois, il est important de dater la création du code source pour assurer une preuve de possession du code source à une date donnée. Et dans ce sens, il est recommandé d'utiliser le service de datage de l'OMPIC, e-datage. Et concernant le brevet d'invention, comment avoir cette protection? C'est à travers une demande de brevet d'invention auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Mais avant tout, il faut s'assurer que le logiciel est brevetable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel brevetable? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Au Maroc, la protection des logiciels par brevet d'invention est régie par l'article 23 de la loi 1797, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 2313. Cet article stipule que ne sont pas considérés comme des inventions les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, la présentation d'informations, ainsi que les programmes d'ordinateur. Toutefois, sont brevetables les inventions dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autres appareils programmables. Et pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. Donc, on note de cet article qu'aucun brevet n'est délivré pour un code source. Donc, dans le cadre des demandes de brevet d'invention, il n'y a pas, les codes sources ils ne sont pas acceptés. Toutefois,
une invention mise en œuvre par ordinateur et qui assure une contribution technique, elle peut faire l'objet d'un brevet d'invention. Donc, contrairement à ce que les gens pensent que les logiciels ils sont pas brevetables, alors c'est faux. Les logiciels ils sont brevetables à condition de satisfaire deux conditions. La première, c'est que l'invention il doit s'agir d'une invention mise en œuvre par ordinateur et pas d'un simple code source. Et cette invention, elle doit assurer une contribution technique. Et on va dans les slides qui suivent, on va essayer de clarifier un peu la notion de l'invention mise en œuvre par ordinateur et la notion de la contribution technique. Je cite quelques exemples de programmes d'ordinateur qui assurent une contribution technique et de ce fait, ils sont brevetables. C'est qu'un programme d'ordinateur qui permet le contrôle du système ABS d'une voiture, un programme d'ordinateur qui assure la rapidité de transfert de données entre terminaux mobiles, la sécurité de transmission de données, un programme d'ordinateur qui assure l'allocation de ressources dans un système d'exploitation. Ce sont tous des problèmes techniques et qui sont brevetables. Toutefois, il y a des programmes d'ordinateur qui n'assurent pas une contribution technique, tels que des programmes d'ordinateur qui gèrent les effets esthétiques d'une présentation vidéo ou des règles d'une vente aux enchères, la réservation de tickets de concert, la gestion d'une campagne publicitaire. Ensuite, je cite un exemple de demande de brevet qui a été accepté à l'ANPIC. Et qu'il s'agit d'un programme d'ordinateur qui a une contribution technique. C'est un procédé de calibrage automatique de poissons combinant le traitement d'image et l'intelligence artificielle, caractérisé en ce que l'algorithme se base sur le calcul des périmètres des yeux de poisson. Donc c'est un procédé, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui assure le tri des poissons à travers le calcul des périmètres des yeux de poisson. Alors, on voit bien qu'il s'agit d'un programme d'ordinateur, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui n'est pas brevetable en tant que tel. Toutefois, ce programme d'ordinateur a été utilisé pour améliorer le calibrage automatique des poissons, le tri des poissons. Donc, il permet de résoudre un problème technique. Il s'agit donc d'une invention mise en œuvre par ordinateur qui est brevetable. Et le calibrage se base sur le calcul des périmètres des yeux de poisson, qui est différent des méthodes traditionnelles de calibrage des poissons. Donc, il s'agit d'une solution inventive et cette invention, le brevet a été accordé pour cette invention. Un autre exemple d'une méthode qui n'est pas brevetable, c'est une application informatique qui permet de changer le prix des articles, des vêtements, selon les prévisions météo. Donc, quand il y a baisse de température, il y a une hausse du prix des vêtements chauds, et quand il y a hausse de température, il y a hausse du prix des vêtements légers. Est-ce que cela mérite un brevet? On voit bien qu'il y a dans cette invention des aspects non techniques qui sont liés à l'activité économique, à une méthode commerciale, c'est-à-dire la variation des prix selon les prévisions météo, et il y a des aspects techniques liés à l'infrastructure. C'est une application informatique, donc il y a une implémentation de cette activité économique, méthode économique, dans un système informatique. Donc, il s'agit d'une invention implémentée sur ordinateur, il s'agit donc d'une invention mise en œuvre par ordinateur selon l'article 23. Toutefois, est-ce que cette invention apporte une contribution technique? Donc, on voit bien ici qu'il n'y a aucune interaction technique entre l'aspect non technique, qui est l'activité économique, et l'aspect technique qui concerne l'infrastructure informatique.
Et l'effort inventif ici, il est dans l'activité économique, la méthode économique, plutôt que dans l'aspect technologique. Donc le problème que cette invention résout, c'est d'implémenter les spécifications business dans un système bien connu, ce qui fait que cette invention, c'est juste un travail de routine pour le développeur et qui n'a pas une contribution technique et donc il n'est pas inventif. Concernant les algorithmes d'intelligence artificielle, on sait très bien que l'IA se base essentiellement sur des méthodes mathématiques et les méthodes mathématiques, ils ne sont pas brevetables au sens de l'article 23 de la loi 1797. Toutefois, les algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont brevetables s'il y a une adaptation de l'algorithme d'intelligence artificielle pour une implémentation spécifique. Exemple, l'amélioration d'un classifier à travers l'extension de l'ensemble d'entraînement. Ou bien, le deuxième cas, c'est l'application d'un algorithme d'intelligence artificielle dans un domaine technique. C'est une invention brevetable parce qu'il permet de résoudre un problème technique dans le domaine de la médecine. Exemple, l'application de l'intelligence artificielle dans la détection des cellules cancéreuses dans le tissu humain. Donc, ce qui a retenu, les logiciels, ils sont brevetables s'ils satisfont des critères de brevetabilité. Donc, il faut, pour déposer une demande de brevet pour un logiciel, il faut décrire le logiciel comme une invention mise en œuvre par ordinateur, un procédé technique, un système, produit programme d'ordinateur. Il faut décrire le domaine technologique d'application du logiciel, décrire les caractéristiques techniques du logiciel et l'interaction entre les fonctionnalités du logiciel et les moyens techniques, le serveur, la base de données, et décrire le problème technique résolu par l'invention. Et enfin, toujours dans la notion de complémentarité des titres de propriété industrielle que nous avons évoqué dans le début de la présentation, il y a d'autres formes de protection des logiciels qui couvrent des aspects du logiciel tels que le nom du logiciel qui peut être protégé par marque et le dessin immodèle, il peut protéger des dessins ou même des caractères typographiques originaux dans le logiciel ou même l'interface graphique du logiciel. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions pour vous apporter plus de clarification sur le sujet. Merci, Monsieur Bemi. Donc, nous allons à présent répondre aux questions qui sont soumises via la fonctionnalité questions-réponses donc de l'interface du webinaire. On a noté quelques questions. Donc, la première, si vous pouvez de manière synthétique répondre comment, à une première question, donc comment s'assurer qu'un logiciel est brevetable? Donc, peut-être donner un élément de réponse de façon générale. Donc, merci bonjour à tous et merci d'être parmi nous pour ce webinaire. Je tiens à remercier Fatima Zahra mais surtout Sibami pour cette présentation. Nous sommes devant un sujet qui est complexe. Et donc, pour répondre à la question, ça n'a jamais été simple de trancher sur la question de la brevetabilité d'un logiciel. D'ailleurs, c'était une question qui était un peu polémique à travers le monde. Et on a des doctrines qui sont différentes, on a des approches qui sont différentes entre, par exemple, entre un pays comme les États-Unis d'Amérique et les pays européens. Et on a vu en quelque sorte se dégager une bipolarité, deux pôles essentiels. L'un qui a une démarche un peu très inclusive, très libérale, et pratiquement l'Office américain des brevets et des marques délivrait
pratiquement des brevets pour toute invention qui touche au logiciel. De l'autre côté, à l'Office européen des brevets, en Europe, les logiciels, et comme l'a spécifié ici Mohamed, en tant que tel, n'étaient pas brevetables. Bien évidemment, le système des brevets, c'est un système qui n'est pas statique, c'est un système qui est dynamique, qui évolue en fonction du contexte. Et on a assisté justement à une évolution de ce système des brevets, que ce soit en Europe et aux États-Unis d'Amérique, une évolution qui est entraînée par, premièrement, l'évolution technologique, l'évolution du domaine technique lui-même, mais également par des intérêts, notamment d'ordre économique, social, etc. Et en Europe, bon, c'est ma lecture un peu personnelle, en Europe, on a assisté à une évolution vers qui est un peu inclusive, et qui permet justement la brevetabilité de ce qu'a qualifié Si Mohamed des inventions, pas du logiciel en tant que tel, mais des inventions mises en œuvre par ordinateur. C'est-à-dire on a un logiciel, mais qui fait fonctionner des systèmes. Donc ça, c'est l'évolution au niveau européen, vers une approche un peu plus inclusive. Et aux États-Unis d'Amérique, qui adoptaient une approche plus libérale, etc., on a assisté à une transformation un peu dans le sens contraire, c'est de limiter un peu le champ de ce qui est brevetable en termes de logiciels. Et notamment, il y avait une affaire qui est très connue, l'affaire qui a été tranchée par la Cour suprême aux États-Unis d'Amérique, c'est l'affaire Alice, qui constitue en quelque sorte une remise en cause par rapport à cette question de la brevetabilité des logiciels aux États-Unis d'Amérique. Et c'est comme si on est en train, bon, ces deux pôles un peu étaient éloignés, ils sont en train de converger vers une approche qui est plus ou moins entre les deux extrêmes de accepter ou donner des brevets, délivrer des brevets sur tout ce qui est logiciel, pratiquement, au niveau des États-Unis d'Amérique, et rejeter toute demande pratiquement qui se rapporte à des logiciels en Europe. Donc c'est une question complexe, comment s'assurer qu'un logiciel est brevetable, non seulement au Maroc, mais à l'échelle internationale. Mais je pense que les éclairages qui ont été donnés par Si Mohamed peuvent aider dans ce sens. Je ne sais pas si tu as des... Je pense que vous avez répondu. La question. Donc, la deuxième question, c'est concerne l'enregistrement, la protection d'une application mobile. Donc, comment le faire? Ça se fait, donc, ça se fait à travers déjà une application mobile pour protéger son code source. C'est dans le cadre des droits d'auteur. Et on a évoqué que les droits d'auteur, ils ne nécessitent pas un enregistrement. Mais toutefois, il faut s'assurer d'avoir une preuve de date de création pour le code source de l'application mobile. Dans ce sens, il est recommandé d'utiliser le service de datage de l'OMPIC, e-datage. Ça, c'est la partie code source, mais la partie fonctionnalité de l'application mobile, il peut être protégé à travers le brevet d'invention si elle a une contribution technique. Donc, je ne peux pas donner une réponse à chaud vu que vraiment il faut creuser dans l'application mobile pour voir si l'application mobile elle permet de résoudre un problème technique ou pas. De toute façon, nous ici à l'OMPIC, on offre une assistance gratuite, c'est-à-dire un entretien avec les inventeurs et qui permet de traiter ces questions un peu plus poussées et d'orienter l'inventeur vers le dépôt de la demande de brevet d'invention. Merci, M. Bami.
Donc, question suivante concerne la protection d'un algorithme de sécurité informatique. Est-ce qu'un algorithme de sécurité informatique est brevetable? Alors, la sécurité informatique, il est considéré dans nos pratiques comme un domaine technique. Donc, un algorithme qui améliore la sécurité informatique ou la sécurité réseau, c'est un algorithme qui permet de résoudre un problème technique et il est brevetable selon les directives de l'OMPIC. Merci, M. Beni. Je veux ajouter quelque chose. Il faut dire que justement, nous avons fait l'effort. Notre système également marocain a le système des brevets. Le système juridique, notamment notre loi, a évolué pour justement suivre un peu les évolutions dont j'ai parlé, technologiques, juridiques à l'échelle internationale. Et donc, notamment l'article 23 de la loi a fait l'objet d'une modification en 2014 pour être plus inclusif. Donc, comme l'a mentionné Si Mohamed, du moment où on a un logiciel qui interagit avec du matériel, c'est-à-dire avec un ordinateur, un réseau informatique, on dépasse cette étape du champ du brevetable, de la brevetabilité ou pas de la chose. Donc on est dans une invention, si vous voulez, brevetable, ou considérée comme une invention. Après, il faut un peu vérifier le mérite de cette invention. Et le mérite est vérifié par la vérification des critères de brevetabilité. C'est-à-dire, est-ce que cet inventeur résout un problème technique, mais d'une façon différente, apporte quelque chose par rapport à l'état de la technique. Et ça, c'est l'exercice que fait à fois un examinateur à l'Office européen des brevets. Donc, c'est difficile de trancher dans des cas à chaud. L'examinateur le plus confirmé au monde ne peut donner un avis pertinent sur la brevetabilité pour un cas donné. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que nous avons quand même un cadre juridique qui permet d'inclure ces inventions mises en œuvre par l'ordinateur. Donc, n'hésitez pas à faire la démarche de déposer des demandes de brevet. Après l'examen, il sera fait à froid, notamment sur le mérite d'avoir ce titre très important qui est le brevet d'invention. Merci Silafia. Donc la question suivante concernant la brevetabilité d'un algorithme et la durée de protection. C'est surtout la durée de protection d'un algorithme. Dans le cadre du système des brevets d'invention, le brevet il accorde une protection de 20 ans. À condition, bon, il y a une condition, 20 ans c'est le maximum, mais à condition de payer ce qu'on appelle les droits de maintien en vigueur, qui sont des droits qui sont annuels et qui un peu reflètent l'intention et la volonté du titulaire du brevet d'invention à maintenir son droit, qu'il s'intéresse toujours à son droit. Sinon, si ce droit de maintien en vigueur n'est pas acquitté, le brevet tombe dans le domaine public. Donc on peut avoir 20 ans maximum, mais à condition de payer des droits annuels de maintien en vigueur. Merci. Donc la question suivante concernant la brevetabilité d'une application web qui porte sur la planification supply chain, ou bien il faut opter pour d'autres moyens de protection, notamment le dessin et modèle industriel. Une application de planification supply chain, il s'agit a priori, il s'agit d'une automatisation d'un processus administratif qui n'a pas une contribution technique. Mais à moins que l'application, l'application elle est connectée à du hardware, par exemple la localisation de la marchandise mais a priori, c'est de l'automatisation d'un processus administratif qui n'apporte aucune contribution technique. Et il faut chercher une autre protection qui est une protection par
les droits d'auteur. Encore une fois, c'est un peu difficile de trancher, n'est-ce pas, Simon? Exactement. C'est un peu difficile de trancher sur des cas comme ça à chaud. Exactement. Donc, il vaut mieux, exactement, il vaut mieux procéder au dépôt de la demande de brevet et puis c'est examiné à froid. Mais comme a dit Si Mohamed, a priori, ça a l'air d'être une procédure informatique qui est automatisée. Généralement, si on est dans ce cas, mais on n'a pas des détails sur le cas, sur ce cas particulier. Si c'est le cas, l'examinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de regarder, notamment dans l'examen de l'activité inventive, quelles sont les caractéristiques un peu distinctives qui sont l'essentiel de l'innovation. Et si ces caractéristiques sont des caractéristiques non techniques, c'est-à-dire qui se rapportent par exemple à une démarche purement administrative ou un procédé purement administratif, à ce moment-là, toutes ces caractéristiques qui constituent l'essentiel de l'innovation ne seront pas prises en considération dans l'évaluation de l'activité inventive. Et donc, par conséquent, potentiellement, une demande de ce genre serait rejetée par défaut d'activité inventive. D'accord. Une autre question. Donc, il s'agit de la brevetabilité d'une application mobile d'automatisation d'irrigation. Un processus d'irrigation. Là, par contre, je pense qu'on est a priori, encore une fois, sur quelque chose de technique. Peut-être l'optimisation de l'irrigation. Ça, c'est quelque chose, c'est une solution, peut-être un problème technique. Et donc, le fait d'avoir un logiciel qui permet cette fonctionnalité un peu technique, si est satisfait aux critères de brevetabilité, encore une fois, si c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été divulgué avant la date de dépôt de la demande en question, s'il est inventif, s'il implique une activité inventive, c'est-à-dire que ce n'est pas évident aux yeux de l'homme du métier, donc a priori c'est une demande qui peut être déposée et qui peut se voir délivrer un brevet. D'accord. Merci, Monsieur Léafia. Donc, la question suivante, donc, je vais la citer telle que, donc, est-ce que l'utilisation d'un algorithme déjà existant de l'intelligence artificielle, par exemple, dans un domaine d'application, est brevetable, ou bien il faut qu'on apporte des améliorations aux algorithmes existants? Donc, c'est une sorte de réutilisation d'un algorithme d'intelligence artificielle dans un domaine technique. Est-ce que c'est brevetable? Si le logiciel il est existant, mais le domaine d'application il est nouveau, donc a priori c'est un objet brevetable. Donc, par exemple, l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. J'ai cité tout à l'heure la détection des cellules cancéreuses dans le tissu humain. Si cet algorithme, il améliore la détection des cellules cancéreuses, donc a priori c'est brevetable. Merci. Toujours dans le cadre des exemples de protection. Donc, il y a un participant qui souhaite avoir des exemples de protection des applications web et mobiles afin de contrôler, par exemple, un dispositif technique. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples de brevets protection des applications web et mobiles afin de contrôler un dispositif technique? Est-ce qu'on peut déposer des brevets dans le cas des applications? Exemple de protection des applications web et mobiles. Ouais. Il y a Je pense l'exemple qui a été, la question qui a été posée sur un système d'irrigation qui est contrôlé peut-être par un administrateur à distance et pour permettre d'optimiser
cette opération d'irrigation. Peut-être qu'avec l'irrigation, on est en train de prodiguer les plantes par un certain nombre de nutriments, etc., avec un procédé donné, à des temps bien déterminés, etc. Le fait de contrôler tout ça pour, in fine, avoir un effet technique un peu différent de ce qui existe, ça peut être un des exemples. Je pense également que tu as déjà donné quelques exemples sur un slide, si tu peux, je ne sais pas si tu peux revenir sur pour les voitures intelligentes un peu, les voitures intelligentes en quelque sorte. C'est un algorithme de contrôle des feux de signalisation. Par exemple. D'accord. La dernière question, donc ça concerne la structure et les composantes d'un dossier d'une demande de brevet qui concerne une application ou un programme informatique. Donc, de quoi il est composé? Est-ce qu'il y a des exemples ou est-ce qu'on peut trouver des exemples de ces demandes? Alors, pour une demande de brevet, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de remplir un formulaire qui contient les données du déposant, de l'inventeur, le titre de l'invention, etc. Ce formulaire est disponible sur le site internet d'Olympic et là le code B1. Donc, si vous allez sur les formulaires, etc., vous allez trouver ce formulaire parmi tous les formulaires d'Olympic. Après, un élément essentiel, c'est ce qu'on appelle, nous, le mémoire descriptif. Donc, ce mémoire descriptif est constitué de ce qu'on appelle également une description détaillée de l'invention. Donc, détaillée au vrai sens du terme, parce que la loi, dans son article 34, dit que la description doit divulguer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un nombre de métiers puisse l'exécuter. Donc cette condition de suffisance est très importante parce que le brevet a un rôle également d'enrichissement de l'état de la technique et c'est à travers la description qui est faite dans la demande de brevet qu'on arrive à enrichir. Donc on peut pas, ça c'est bien de le dire parce qu'il y a pas mal d'inventeurs et ça à travers le contact direct avec les inventeurs, souhaitent en même temps protéger leurs inventions par une demande de brevet, mais garder un peu l'essentiel de l'invention secret. Ça, on ne peut pas le faire. Si on opte pour le brevet comme moyen de protection, il faut aller jusqu'au bout, et donc il faut satisfaire à toutes les exigences, et une des exigences, c'est une description, une divulgation suffisante de l'invention. Donc ça, c'est la partie description. Et il y a aussi ce qu'on appelle la partie revendication. Et c'est une partie qui un peu représente l'étendue de la protection souhaitée ou cherchée par cet inventeur, par ce déposant de la demande de brevet. Il faut dire que ce mémoire descriptif nécessite un peu un certain effort et certain investissement en temps pour pouvoir le faire dans les règles de l'art. Et comme a dit c'est Mohamed, l'Olympic offre une assistance pour un peu orienter les déposants sur la meilleure façon de faire. Donc j'ai dit le formulaire, le mémoire descriptif, bien évidemment il faut s'acquitter des droits exigibles prescrits par la loi. Et donc, pour vous donner une idée sur le coût un peu du brevet, notamment le coût initial pour faire la demande, donc le plein tarif pour faire la demande de brevet, c'est 12 000 dirhams TTC. 12 000 dirhams TTC. Mais il y a des réductions qui sont très importantes pour les petites entités, les inventeurs individuels, les petites et moyennes entreprises, les universités, etc., qui peuvent aller jusqu'à 50%. Donc,
Et puis une deuxième réduction si vous utilisez la voie électronique. Donc pour un inventeur individuel, une université, une petite et moyenne entreprise qui dépose en plus en ligne, au lieu de payer 12 000 dirhams qui est le plein tarif, il ne paye que 3 000 dirhams TTC. Donc, bon, excusez-moi si j'étais un peu lent, mais c'est pour un peu faire le tour de la question de comment déposer sa demande de brevet. Juste pour avoir des exemples de demandes de brevets, il est à noter que les brevets ils ne restent pas secrets. Ils sont publiés 18 mois après leur date de dépôt. Et du coup, il y a des bases de données qui sont gratuites et accessibles en ligne sur lesquelles vous pouvez chercher des exemples de brevets d'invention pour s'inspirer dans la rédaction ou bien dans les utiliser pour, dans le cadre de la recherche et développement. Donc, il y a Google Patent Search, la base de données Google des brevets, et il y a ESPACEnet de l'Office européen des brevets, et il y a PatentScope de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Merci Sibami pour les éclaircissements. Donc la question suivante concernant le logiciel, toujours. Donc s'il ne satisfait pas aux critères de brevetabilité, quelles sont les alternatives pour assurer sa protection? Donc, nous avons évoqué tout à l'heure la notion de complémentarité des titres de propriété intellectuelle qui se superposent pour protéger les créations, et notamment les logiciels. Il n'y a pas que le brevet d'invention. Certes, le brevet d'invention, il assure une protection sur le fond du logiciel, c'est-à-dire les fonctionnalités du logiciel. Mais si ce logiciel il n'est pas brevetable, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres formes de protection qui sont importants, tels que les droits d'auteur, le copyright. Et il y a aussi la protection par marque du nom du logiciel, et il y a la protection par dessin et modèle s'il y a des aspects graphiques ou bien une interface graphique spécifique du logiciel. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, une question concernant la possibilité d'avoir ou de bénéficier de l'assistance gratuite. Donc, vous pouvez toujours prendre attache avec le service relations clients de l'Office. Donc, on va vous transmettre, la partager avec tous les participants les coordonnées de notre centre de relations clients afin de pouvoir programmer la séance d'accompagnement avec les examinateurs brevets de l'Office. Donc, voilà. Je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Une dernière question, toujours sur la complémentarité des moyens de protection des programmes informatiques, logiciels ou bien des innovations digitales de manière générale. Donc la question, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a complémentarité entre l'OMPIC et BMDA en termes de protection de logiciels? Plus une complémentarité des dispositifs, des outils. Exactement. Comme l'a dit c'est Mohamed. Donc, le droit d'auteur, il permet comme a dit, de protéger une expression originale d'une idée donnée. Et donc, quand on souhaite protéger son code source, c'est comme si on est en train de protéger également un roman, c'est de la même façon. Donc cette expression, c'est cette forme de s'exprimer pour rédiger ce code informatique. Je voulais juste, parce que ça m'a un peu étonné, je l'ai entendu dernièrement, sur cette définition d'originalité. L'originalité ne veut pas dire, elle est différente de la nouveauté qu'on a par exemple dans le système des brevets d'invention. L'originalité, ça veut dire qu'il provient du créateur, que ce créateur n'a pas copié la création. Donc on peut avoir la même chose, par exemple un roman qui est écrit de la même façon, avec la même expression, mais si le deuxième créateur
amène la preuve que ça a été fait sans copier l'œuvre du premier, ça satisfait à cette notion d'originalité. L'originalité, ça veut dire qu'il n'est pas copié, ça provient de l'auteur, c'est une œuvre de l'auteur lui-même, sans à revenir à la copie. Donc, c'est ça la différence entre brevets. C'est une différence également qui est significative entre le système des brevets et le système des droits d'auteur, parce que dans le système des brevets, il y a cette question d'antériorité. Celui qui arrive à la création premier est le titulaire du titre par la suite. Voilà. Très bien. Une dernière question. Donc, est-ce qu'on est obligé de passer par une personne morale pour pouvoir enregistrer un titre de propriété industrielle, là, pour plus de précision, la marque ou bien le brevet d'invention? Non. Le déposant de la demande de brevet peut être une personne physique, peut être une personne morale. Le droit de brevet, notamment, appartient à son inventeur. L'inventeur a toujours déjà un droit moral. C'est le père qui a le droit de paternité sur son invention. Après, si par exemple les salariés au sein d'une entreprise, le droit peut être transféré, par exemple à l'employé vers son employeur, etc. Mais toujours l'inventeur a ce droit moral, conserve ce droit moral d'être l'inventeur de l'invention. Après, il peut la déposer en son nom, ou il peut être déposé au nom de son employeur, etc. Et il y a l'article 18 un peu qui précise la titularité d'un droit entre employeur et salarié. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. La dernière, en fait, ça concerne le support de présentation. En fait, donc, je tiens à réitérer que les travaux de cette session d'information, donc, ils sont enregistrés et feront objet de rediffusion sur les pages de l'Office à travers les réseaux sociaux. Voilà donc tout le contenu présenté par M. Bami et les discussions, les réponses aux questions seront à votre disposition à travers les réseaux sociaux. Je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier nos intervenants et aussi aux participants de s'être rendus disponibles. Encore une fois, merci de vous être joints à nous et je vous dis au revoir dans le cadre d'un prochain webinaire thématique.